Bon voilà, c'était une introduction pour s'amuser un petit peu et voir cette notion de pluridisciplinarité sur laquelle je vais revenir. Donc, c'est quoi cette histoire d'agilité? Donc, le constat dans des projets informatiques, c'est qu'il est difficile de capturer le besoin présent, ce dont on a vraiment besoin. Il est impossible de capturer le besoin futur. La boule de cristal, on l'a pas encore trouvée. Et justement, j'imagine ce pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Les méthodes agiles répondent aux changements en livrant fréquemment un logiciel qui fonctionne. Donc, dans un projet informatique, on se pose plein de questions. Et ce qui va faire toute la différence, c'est si on a une réponse tout de suite, instantanée, ou bien plus tard, le lendemain, quand on aura reçu le mail, etc. De l'autre côté du mur. Et donc où ça se passe, cette petite histoire? Dans un village de Gaulois. En 2011, toute la direction du système d'information est occupée par les Romains. Mais un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour ces Romains. Donc là, c'est des rôles que vous connaissez. Il y en a juste un qui n'est pas vraiment un rôle, mais que j'appelle l'équipe PO, qui sont les personnes qui entourent le PO, parce que le PO c'est un rôle très difficile, donc il peut se faire accompagner d'analystes, de testeurs, et donc c'est ça que j'ai regroupé dans l'équipe PO. Donc on peut, vous voyez, il y a des cercles qui se recoupent. On peut considérer l'équipe de dev, l'équipe PO globale, suivant ce dont on veut parler. En tout cas, voici notre village. Et ses frontières, autour les 4 camps romains d'Aquarium. Donc c'est cette équipe PO, enfin les éléments plus extérieurs, la hiérarchie. Côté petit bonhomme, on a des fournisseurs, Babarum la production et Laudanum les utilisateurs. Je sais pas si ça vous parle, ces frontières. Est-ce qu'il y a peut-être des Romains parmi nous, justement, qui se reconnaissent plus à l'extérieur du village que dans le village? Oui? Oui? Bien. Et, donc, pour continuer, comment on va s'occuper de notre Romain? Ou de nos Romains? On va bien s'en occuper. Donc, justement, on va commencer à parler le même langage avec ces Romains. Comment on va parler avec Aquarium, l'équipe PO ou la hiérarchie? Donc c'est des personnes chez qui on va aller chercher le besoin, avec qui on va construire nos user stories. C'est indispensable, c'est par là que tout commence. Donc ces user stories vont constituer un backlog, on va faire des itérations, on peut même exprimer des tests associés à ces stories. Pour construire les stories, on peut aussi utiliser un atelier qui s'appelle le story mapping. Donc c'est cette construction de backlog, c'est quelque chose qui se fait au tout début du projet, qui prend du temps. Et ensuite le backlog il vit, on l'alimente au fur et à mesure. Et la hiérarchie, ce backlog, ça va être aussi une sorte de protection, puisque on essaie de protéger les équipes Scrum en évitant les interruptions. Donc les interruptions, ça peut être du type changement de priorité. Donc les itérations protègent du changement de priorité constant, en se disant on commence sur cette itération-là, on a prévu de faire ça. En bonne intelligence bien sûr, mais en tout cas le fait d'avoir planifié en début de sprint, c'est qu'on s'est vraiment posé la question qu'est-ce qui est le plus intéressant de faire maintenant, et on est parti là-dessus pour la durée de l'itération. Un autre élément de protection, c'est que donc ces changements de priorité, ça peut aussi éviter le phénomène du grand patron qui arrive derrière le dos du développeur et qui lui dit directement je veux que tu fasses ça, au mépris de l'organisation qui a été mise en place et qui a décidé de
de construire un backlog. Et donc par contre, cette même hiérarchie s'adressera maintenant plutôt au PO pour lui dire cette story, j'aimerais qu'elle soit prioritaire, qu'elle soit faite dans la prochaine itération. Pour Baba Oram, la production, on va plutôt parler avec eux de DevOps, de qualité, de monitoring, d'intégration, de déploiement. Pour bien dialoguer avec eux en fait, et éviter le phénomène je jette un livrable au-dessus du mur et bon courage. Bon courage pour mettre en prod, bon courage pour vos astreintes. Nous, on a terminé notre travail. Donc on essaie d'éviter ça. Les utilisateurs qui parlent un langage encore plus bizarre, pourtant c'est eux qui détiennent le métier. Et ce qu'on peut faire pour mieux dialoguer avec eux, c'est des démos, leur proposer du support, du suivi sur les démons d'évolution et de bugs qui sont intégrés au backlog, définir avec eux leurs besoins. On ne vit pas sans eux. Pour Petit Bonhomme, là par contre vous imaginez donc ce fournisseur de services ou de données, c'est une entité sur lequel on n'a pas de la main et dont on a besoin qu'elle nous rende un service pour avoir nous notre story complète. Voilà. Je vais donner un exemple. Ce serait j'ai besoin d'un référentiel de ville, code postal. Bon, ça c'est. Et tant que eux ne l'ont pas fait, moi je peux pas créer mon formulaire d'enregistrement de l'adresse. Enfin, bref, c'est un possible point de blocage parce que leurs priorités sont pas les nôtres et que tant qu'ils n'auront pas terminé leur story liée à la nôtre, on ne pourra pas continuer. Donc en tout cas, les débuts de solutions que je vois pour améliorer la communication avec cette autre équipe, c'est de créer un backlog de demandes de la même manière que nous on a notre backlog, leur transmettre nos demandes priorisées comme tout backlog pour qu'ils sachent qu'ils doivent commencer par ça parce que ça nous permet à nous de réaliser telle story qui est la plus prioritaire. Le Scrum de Scrum où ça permet de fédérer deux équipes distinctes en prenant une personne de chaque équipe et en faisant l'équivalent d'un stand-up inter-équipe. Le TDD appliqué à l'intégration, c'est-à-dire que puisqu'on a un backlog, autant y associer un test. Et donc lorsque ce test est au vert, passe, c'est que l'autre équipe a réalisé la totalité du besoin. Et donc voilà, pour vous donner un autre exemple plus parlant que l'histoire du code postal, c'est que pour un client que je citerai, à JC2Co pour les Vélib, il y avait une partie matérielle qui était réalisée par une autre équipe qui était la connectivité au vélo et une autre application pour les utilisateurs de la hotline en fait qui était dans une autre techno. Donc en fait on était dans cette configuration là où on avait deux équipes, un fournisseur de services et une autre équipe, et en fait le rythme de livraison n'était pas du tout le même. Moi j'étais dans la partie logicielle où on essayait d'avoir un rythme de 2 semaines avec où on voyait les utilisateurs et on leur faisait un retour derrière, une nouvelle démo, un nouveau retour, donc voilà, des itérations. Tandis que côté matériel, eux ils étaient sur une release tous les 6 mois, et donc on était à la limite de cette release et nous on changeait constamment alors que eux étaient sur leur release. Donc c'est des situations à éviter. C'est pour ça que donc l'ensemble du système d'information doit essayer d'être sur le même rythme à ce niveau-là pour que cette fluidité qu'on a sur une équipe puisse être transmise à l'ensemble du système d'information.
Voilà. Donc là, on a fait le tour des Romains. Je vais donner d'autres conseils plus généraux, pas spécifiquement pour un des camps. Donc le conseil, le premier, c'est d'abolir les frontières tout simplement, se dire que elles sont uniquement dans les organisations actuelles, dans la tête, et que en fait, si la vision, si le but de l'ensemble de l'organisation est clair, ben, naturellement, on s'aligne, on coopère, et ça doit être la première des solutions. Donc, le petit jeu des Kinder tout à l'heure vous a montré qu'on avance assez mieux quand on sait faire plusieurs choses et peut-être dépasser un petit peu sur les compétences de ses voisins, mais voilà, l'auto-organisation c'est vraiment des piliers de l'agile. C'est ce genre de choses est encore plus visible quand dans des équipes on utilise des outils visuels de type Kanban, puisque on voit avancer les tâches, et si on crée des colonnes très spécialisées, ben, vous verrez rapidement que les tâches vont toujours se retrouver au même endroit, tandis que si on a une équipe qui sait faire plusieurs choses et qui sait faire des stories finies dans sa totalité, ça c'est beaucoup plus fluide. Donc à noter aussi l'importance des locaux. Donc la distance qu'il y a entre le bureau d'à côté, l'étage au-dessus, le bâtiment d'en face, la ville d'à côté ou le pays de l'autre bout du monde, ça va influer énormément. Aussi avec le moyen de communication derrière, forcément. Discussion en face à face, email, téléphone. Il n'y a pas la même bande passante, pas la même chaleur, pas les mêmes nuances. Et ça a énormément d'importance au niveau communication. Voilà, avec le stand-up qui est un des piliers, ça marche quand même beaucoup mieux quand on est les uns à côté des autres. Voilà une petite potion magique des Gaulois qui s'en sortent bien. C'est d'utiliser la théorie des contraintes pour identifier les goulots. Donc en fait c'est dans un système complexe, il y a forcément un goulot, c'est pas grave en fait. Faut juste le savoir et savoir l'identifier. C'est assez visible en fait, c'est là où le travail s'accumule tout simplement. Et les différentes actions qu'on peut avoir parce que donc ce qu'il faut savoir, c'est que la capacité totale du système est égale à la capacité du goulot. Et donc c'est pour ça que ce goulot c'est important de l'éviter, parce que si on fait des optimums locaux sur d'autres choses que le goulot, en fait ça sert à rien. Donc on peut l'exploiter en lui fournissant du travail de meilleure qualité, ou l'élever en augmentant sa capacité tout simplement. Donc pour reprendre nos exemples, donc de tâches un peu spécialisées, donc on dirait un web designer qui n'arrive pas à faire les styles de l'ensemble des pages, bon on en met un second, et donc une fois que cette seconde personne arrive, ben, on va voir que le goulot se déplace, et ce petit jeu peut continuer longtemps, jusqu'à ce qu'on maîtrise assez son système, qu'on le visualise suffisamment pour choisir le goulot. Et dans ce cas-là, lequel on va choisir? Je vous pose la question. Quel est le meilleur goulot pour un système de production de logiciels? Là où il vaut mieux que le travail s'accumule, ben finalement c'est Aquarium, c'est les demandes. En fait, on va faire en sorte de ne faire entrer dans le système que ce qu'on peut produire. Donc ça va limiter le travail en cours, et au final on aura des fonctionnalités beaucoup plus vite.
Et ça s'appelle donc un flux tiré quand on arrive à atteindre cela. Donc par rapport à nos villages romains, ça pourrait se représenter comme ça. En fait, c'est en particulier Aquarium est celui qui est à l'initiative du flux. Laborum, c'est la production. Laudanum aussi crée des demandes à direction du PO. Avec Petit Bonhomme, ça peut aller dans les deux sens, mais une fois le délai réalisé, une fois qu'ils ont fait leur participation à la story, ça va dans le flux vers la production. Donc ça met en exergue le rôle du product owner central, par qui tout passe, qui a la main sur le produit. Et à l'intérieur, ça peut prendre des formes diverses, mais au final, on retombe toujours sur quelque chose de similaire. Donc, en conclusion, je vous conseillerais, si vous êtes venu à cette présentation-là pour abolir des frontières, de continuer à abolir des frontières, utiliser des outils agiles pour communiquer, de visualiser et de définir un flux tiré, et surtout de prioriser. Puisqu'on ne fait entrer dans le système que quelques stories, c'est encore plus important de les prioriser. Voilà, je suis à l'écoute de questions. Passer le micro, je répète. Tu parlais tout à l'heure de, par exemple, on peut utiliser le Scrum pour résoudre des problèmes entre celui qui a le village romain et qui est la source d'information, mais quand il y a par exemple seulement le village gaulois qui est en Scrum et d'autres équipes qui sont mis en Scrum ou mis en agilité, et qu'il y a des problèmes de communication, est-ce qu'on a des outils pour essayer d'améliorer le processus parce qu'il y a des stories qui doivent être faites, mais on attend des prérequis d'autres stories, d'autres équipes. C'est pas forcément sous Scrum. Est-ce qu'il y a des moyens La question est comment interagir avec d'autres équipes non agiles, non Scrum. Justement, mon conseil, c'est ces outils qu'on utilise chez nous et pour lesquels on est convaincu, c'est de les diffuser. Après, ce backlog de demandes, on n'est pas obligé de l'appeler backlog, on peut l'appeler liste des fonctionnalités, leur transmettre, et quelle que soit la manière dont ils sont organisés, s'ils livrent toutes les 2 semaines ou 6 mois, ça peut marcher puisqu'ils commenceront par ce qui est le plus prioritaire pour nous. Après, s'ils ont des cycles longs, au moment où ils livrent nos priorités d'il y a 6 mois, c'est peut-être plus les nôtres puisque nous, on a revu nos priorités constamment. Donc c'est ça le risque. Et c'est pour ça que je l'identifie comme principal point de blocage, c'est quand on cherche à s'adapter mais qu'on est freiné par le rythme d'autres équipes. Donc j'ai identifié la même chose. Sur ce village-là, l'autre conseil c'était les tests, fournir les tests dès le début, parce que ça a l'avantage aussi que si on fournit les tests dès le début, il y a moins d'aller-retour de recettes manuelles, de tests chez nous. Non, vous n'utilisez pas les mêmes tests que nous. Et donc au final, même si eux ont la même durée de développement, elle va être réduite parce qu'il n'y aura pas ces échanges-là à la fin. Voilà, on gagne du temps là-dessus également. D'autres questions, ou bien vous vouliez d'autres Kinder?
les rôles Scrum tels qu'ils sont définis, c'est plutôt le centre de la loupe, oui, c'est plutôt le village gaulois, Product Owner, Scrum Master et équipe. Par contre, bah enfin ça c'est, vous prenez cette image-là, vous la calquez à votre organisation. Moi, je sais pas. Toutes les combinaisons sont possibles. Euh, je dirais plutôt oui. Les principes d'organisation qu'on a vus, d'auto-organisation qu'on a vus au sein de l'équipe, euh, sont applicables aussi à plus grande échelle. C'est ça le principe du Scrum de Scrum. C'est-à-dire que l'idée, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'avoir une personne qui coordonne les deux équipes. Les deux équipes vont s'auto-organiser, chacune de leur côté. Par contre, un délégué de chacune des équipes vont se rencontrer et se synchroniser, ainsi échanger des informations et vraiment ça va se faire de manière naturelle. Si les deux équipes sont sur la même longueur d'onde, sont alignées sur le but, ça se fait très bien. Bon, bien, je vous remercie.